Sur le volet fiscal et social, la FNSEA a énormément travaillé. On a d'abord eu le gros sujet, les 25 meilleures années pour nos futures retraites. Donc un gros combat que l'on mène et qui va aboutir certainement dans l'année 2025. Concernant le mal-être en agriculture, nous avons eu la journée mal-être qui a été organisée par la FNSEA afin de mettre en évidence les difficultés et comment les prévenir. Mais nous avons également tout un protocole de prévention. Nous aimerions mettre en place l'AG Relations Humaines, comme ce que vous avez en AG Comptable, sauf que là, on ferait le point sur l'organisation et le bien-être dans votre travail concernant la communication pour vous permettre de bien vivre votre société et votre motivation professionnelle. Et enfin, avec le suivi Vivea, les formations Vivea permettent des formations également sur la communication entre associés ou avec les salariés, peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est d'être bien et de savoir se dire les choses dans nos sociétés agricoles. Et pour la dernière chose, on a bien sûr maintenu au niveau du volet social le crédit d'impôt remplacement qui a évolué. Concernant le GNR, nous avons l'aide en pied de facture qui permet une aide à la trésorerie directe puisqu'on n'avance plus la taxation. Et enfin, une limitation de la hausse du tarif du GNR. Ensuite, nous avons l'augmentation du seuil du micro-BA qui est passé de 91 à 120 000 euros par actif, c'est-à-dire avec la transparence GAEC, qui a permis à pas mal d'exploitations qui étaient au réel de repasser au micro-BA et donc d'avoir des avantages fiscaux. Un moment fort pour notre syndicalisme, la manifestation de janvier, qui nous a permis d'aboutir à beaucoup d'engagements. Le gouvernement Attal a fait passer les mesures, sauf qu'aujourd'hui, il faut les valider. Avec la dissolution, tout a été bloqué. On en attend beaucoup. Aujourd'hui, nous avons des garanties que ça puisse se tenir. Il faut que ça soit voté. On peut tout d'abord parler du taux de dégrèvement de la TFNB qui va augmenter. Ça sera directement de la trésorerie. La mesure fiscale et sociale concernant l'élevage, vous allez pouvoir avoir une défiscalisation de 15 000 euros au maximum. Et enfin, l'augmentation du seuil d'exonération des plus-values professionnelles. Donc le travail qui a été fait, c'est surtout de consolider les démarches qui existent pour la restauration sur le marché français. Une des victoires syndicales qui a été abordée lors de notre AG en mars 2024, c'est le fonds d'urgence. Il y a eu 95 millions d'euros débloqués au niveau national. Donc dans le Cantal, c'est 50 dossiers qui ont été abondés pour un montant total de 660 000 euros. Donc la section ovine depuis un an s'est réunie plusieurs fois pour parler de différents sujets, notamment un peu ce qui est le nerf syndical, le prix des produits pour la valorisation et un revenu assuré. Donc en ce qui concerne les produits issus de l'élevage ovin, on arrive quasi au coût de production, donc ça c'est plutôt un objectif acquis et qui donne une perspective plutôt positive. Néanmoins, comme l'année dernière, le cheptel ovin a été touché par la FCO de plein fouet, un sujet très important, donc pris à bras le corps par la section ovine, pour déjà accompagner les éleveurs, parce que psychologiquement c'est loin d'être simple de perdre des brebis quotidiennement, ou des agneaux ou des béliers, et puis deux, des pertes vraiment financières. Là, on a plusieurs acquis suite à des combats syndicaux. La vaccination FCO3 gratuite pour l'ensemble du cheptel ovin français, un fonds d'urgence de 75 millions d'euros pour les prises en charge des pertes directes pour la FCO3 et le programme FMSE qui vient de se mettre en place pour les indemnisations FCO8. On s'est aussi dit qu'il fallait apporter un côté technique pour ces cheptels ovins qui sont dans le dur tout de suite. Donc on a mis en place des journées test béliers sur la fertilité. On a besoin de savoir si oui ou non les béliers qu'on met en lutte actuellement sont fertiles, puisqu'il en va de la production des agnelages qui aura lieu au printemps. Au niveau de la SDAE du Cantal, nous sommes 950 adhérents, grâce au travail d'une vingtaine de délégués cantonaux qui travaillent sur le terrain régulièrement. Et nous sommes en progression constante, en espérant arriver à 1000. Notre activité a été quand même assez soutenue en 2023-2024, car nous avons réalisé une journée conviviale avec une cinquantaine de participants sur la région de Mauriac. Nous avons visité le château de la Vigne et la reconstitution d'une ferme du Moyen-Âge à Saint-Julien-au-Bois en Corrèze. Je crois que c'est un sujet qui a beaucoup intéressé les participants et qui nous a ramenés dans notre passé. Ensuite, nous avons également continué à faire notre échange avec la Gironde comme tous les ans. Cette année, nous sommes allés passer 4 jours chez eux, dans une ambiance tout à fait exceptionnelle, avec quelques nouveaux participants. Troisième action que nous avons réalisée et qui nous paraît importante pour les retraités agricoles, ce sont des journées de formation organisées avec le concours gratuit de la MSA pour la formation à l'informatique et l'accès à Internet pour les personnes qui le souhaitent.
La plus grosse journée de notre activité, c'est notre Assemblée Générale qui a eu lieu le 17 octobre à Ussel avec plus de 100 participants, au cours duquel nous avons abordé le sujet du photovoltaïque qui intéresse beaucoup de retraités pour leur maison ou leur bâtiment agricole. Et bien sûr, au cours de cette Assemblée Générale, nous avons abordé le sujet des retraites, la faiblesse des retraites, du montant des pensions et les anomalies liées aux lois Chassaigne qui font que les veuves, les familles nombreuses et les polypensionnés ne sont pas pris en compte à cause du plafonnement à 85% des pensions de retraite agricoles. D'autre part, nous portons beaucoup d'espoir sur la mise en place des 25 meilleures années, dans la mesure où cela devrait gommer beaucoup d'inégalités au niveau des retraités agricoles, mais c'est pour l'avenir. Et j'incite les actifs actuels à bien prendre en compte cet aspect des choses, car c'est eux qui seront concernés en premier chef pour leur avenir. Sur l'année 2024, la Commission des agricultrices a participé à 3 grands événements. Donc le premier événement s'est déroulé sur le mois de mai. Donc du 20 au 31 mai, nous avons accueilli près de 250 élèves donc de classes primaires sur différentes exploitations du département. Donc lors de ces journées, nous avons pu échanger avec les élèves mais aussi les enseignants sur notre métier d'agriculteur. Donc ces journées ont eu un grand succès auprès des élèves. Nous avons donc offert aux élèves à la fin de la visite des exploitations un goûter. Donc je remercie tous les partenaires qui ont participé à ces journées-là en nous offrant le goûter mais aussi des objets publicitaires qui ont été distribués aux enfants. Ensuite, la deuxième grande journée, enfin 2 grandes journées auxquelles nous avons participé à la Commission des agricultrices, c'est lors du passage du Tour de France dans le Cantal. Nous avons installé une fresque sur la commune de Jalérac. Donc au niveau national, il y a eu un concours sur ces fresques-là. Donc le Cantal était présent à Jalérac le 10 juillet. Donc je remercie également tous les bénévoles qui ont participé à l'élaboration de cette fresque, qui a été un très grand succès. Et je remercie aussi la commune de Jalérac avec les élus, mais aussi les agents municipaux qui ont été largement présents pour nous aider au niveau technique à installer cette fresque. Ensuite, le lendemain, donc, les coureurs du Tour de France partaient d'Aurillac. Donc, nous avons installé un village terroir sur la commune du Rouget, donc, sur lequel nous avons vendu donc, des burgers avec de la viande locale et ainsi que de la truffade. Cette journée a été aussi un très grand succès. Nous avons eu beaucoup de monde. Et enfin, la dernière journée à laquelle la Commission des agricultrices a participé, c'est la course Aurillac pour elle, qui a eu lieu donc à Aurillac le 13 octobre. Donc c'est une course qui est organisée tous les ans pour la Ligue contre le cancer du sein. Et c'est une journée que l'on souhaite refaire l'année prochaine sur 2025. Pour cette année, la filière caprine a encore connu une nouvelle augmentation du prix du lait, certes moins importante que celle des 2 années précédentes, où on avait réussi à avoir 150 € sur les 2 années. On est seulement à 10 € cette année, mais cela est quand même encourageant avec cette progression du prix du lait qui permet de voir que la filière continue d'avancer. Après, ce qui est aussi une victoire, c'est que la chèvre soit reconnue enfin au niveau de la FCO, parce que jusqu'à maintenant cela n'était pas le cas et cela fait quand même du mal au niveau de la production. Surtout sur notre partie sud-ouest. Pour ce qui est du chevreau, on avait essayé de contacter les bouchers du département pour essayer de recréer un peu une filière chevreau sur le département. Les bouchers n'ont pas répondu très positivement à notre demande. Donc c'est pour cela qu'on va essayer de se diriger plus vers les restaurateurs et la restauration collective si l'on peut. Et après au niveau national, certains engraisseurs arrêtent aussi, donc cela redistribue un peu les cartes et il va y avoir encore quelques combats là-dessus à apporter et essayer de dynamiser à nouveau cette filière chevreau. Donc comme ça et tout, le service emploi 15 qui regroupe l'agri-emploi 15 et le service de remplacement qui cette année a une activité stable, voire une légère augmentation qui représente à peu près 50 TP pour 62 000 heures travaillées, chiffre du mois d'août 2024. Sur le service emploi, nous avons 2 projets, dont un avec l'Association des maires de France. Donc, ce projet consiste à faire travailler nos salariés à avoir un plein temps. Donc l'idée c'était que les employés municipaux, s'ils sont en arrêt, on peut fournir des salariés
du SE pour avoir un plein temps à tous nos salariés. Et aussi faire voir aux élus locaux qu'ils ont le droit à avoir un salarié pour, s'ils sont agriculteurs, avoir droit aux aides. Deuxième projet, par rapport au projet de Sodial, donc l'idée c'est d'avoir les adhérents de Sodial et tous les agriculteurs normalement doivent être à jour des DER. Donc l'idée c'est de former nos salariés, former les salariés que les agriculteurs ont sur des protocoles de traite, informer toutes les réglementations, législations et aménagements des salariés. Donc ça, c'est un partenariat qui va rentrer en 2025 avec Sodial. Donc au printemps 2024, nous avons commencé à informer, expliquer le fonctionnement du service emploi 15. Donc l'idée, c'était sur 3 points dans le département, 3 sites. Donc un site sur Triezac, l'autre sur Crandel et l'autre sur Tanavel. On a expliqué comment fonctionnaient tous les partenariats de l'emploi, donc Agri-Emploi, Service de remplacement, FDJR, expliquer les aides qu'ils avaient droit, expliquer le fonctionnement, enfin tout ce qui fait partie de l'emploi en général. Donc le projet pour 2025, c'est de continuer les déjeuners de l'emploi pour avancer et expliquer des nouveaux protocoles sur l'emploi agricole. Pour la FDJR, donc, il y a 37 groupements d'employeurs, dont 45 salariés à plein temps, qui est en augmentation pour 2024, tout en continuant à avancer sur ce projet-là. On a énormément de demandes. Par rapport aux DUR, les DUR, nous avons formé 42 stagiaires pour l'année 2024. Et donc on a fait une sacrée augmentation par rapport à l'année dernière. Alors suite à l'annonce du Premier ministre, il y aura une avance d'augmentation du SMIC au 1er novembre de 2%. Donc du coup, le salaire brut d'un salarié au SMIC sera de 1 800 € net. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s'occupent de l'emploi, les personnes administratives et nos partenaires pour tous les travaux effectués sur l'emploi agricole dans notre département du Cantal. Bon, si pour 2023, l'année laitière a été propice en termes de prix du lait, 2024 s'annonce totalement différente, puisqu'on aura un prix du lait, à mon avis, qui sera beaucoup plus bas que 2023. On l'a très vite compris en début d'année, puisque le géant laitier Lactalis a refusé de signer l'accord entre l'UNEL et lui-même. C'est la raison pour laquelle on a fait des actions au niveau des GMS et devant l'usine de Régence-Montagne. Ce qui est dommage, c'est que 2024 sera inférieur à 2023 en termes de prix du lait. Les négociations commerciales, pourtant, s'étaient très bien passées. Et les négociations étaient tous avec des hausses sur tous les produits laitiers. Donc c'est une incohérence qu'on retient et qui aujourd'hui ne correspond pas du tout aux producteurs. 2023, ça a été une année aussi où on a renouvelé le collège producteur, CIF, et on a repris également la présidence du CIF, en la personne de Laurent Lours. 2024, c'est aussi l'année où on a le retour de l'INAO par rapport au cahier des charges. La commission d'enquête est venue en juillet dans le département du Cantal. On aura à se prononcer en début d'année 2025 pour ce retour de cahier des charges. Ce sera certainement une négociation entre l'INAO et la profession. Le tout, c'est dans ce nouveau cahier des charges, c'est de garantir quand même l'autonomie fourragère tout au long de l'année. 2024, c'est aussi une année où le CNIEL a publié en septembre dernier le prix de revient montagne, qui a été travaillé par l'Institut de l'élevage, à un montant de 571 €. Ce prix de revient aujourd'hui travaillé avec l'Institut de l'élevage a repris toutes les charges d'exploitation. Ce prix de revient, on va se battre pour qu'il interfère dans les négociations commerciales. Ce nouveau prix de revient est primordial pour la filière laitière. La hausse du prix du lait elle est indispensable pour que la filière se porte mieux, pour que les agriculteurs vivent de leur métier et pour que les jeunes puissent s'installer évidemment. Par rapport à l'indicateur AOP, un élément aussi qui est inquiétant, c'est que l'indicateur AOP qui a été validé par l'Europe en 2020 est aujourd'hui chahuté par les industriels, surtout les industriels privés, qui est compliqué pour que cet indicateur continue à évoluer, croyez-moi. Donc les sujets principaux, comme chaque année, on s'occupe de l'application du schéma des structures au sein de chaque commission. Donc la commission des fermiers est représentée en CDO, au tribunal paritaire. Ce qui a fait un peu litige cette année, c'est que à nouveau on a un indice de fermage qui prend 5,23% d'augmentation,
Après, il faut relativiser parce que si on analyse sur 20 ans, on n'a guère qu'un % d'augmentation par an. Cette année aussi, ça a été l'année de faire le renouvellement des assesseurs. Donc il y a 4 représentants fermiers titulaires et 4 représentants fermiers suppléants. Sauf que avec la concurrence syndicale, on se retrouve qu'avec sur chaque tribunal où on nous a supprimé un assesseur fédé. Après, la section des fermiers, ça fait quand même quelques années où on travaille sur du portage de foncier. Sauf qu'aujourd'hui, pour être rentable, il fallait qu'on ait au minimum 600 hectares pour une enveloppe d'à peu près de 5 millions d'euros. Et donc là, on s'est rabattu sur un projet type GFA mutuel. On appelle toujours à des dons ou à des capitaux extérieurs. Sauf qu'on est sur des projets moins volumineux. Donc aujourd'hui, on est à la recherche d'un projet d'environ une vingtaine d'hectares avec un maximum de 7 000 € l'hectare. Ça serait le projet idéal pour essayer de lancer ce projet-là. Le 4 et 5 février 2025, on reçoit le Congrès national des fermiers, dont le sujet principal est l'aide de la mise au bail. Au niveau de la section porcine, pour cette année, les prix se sont assez maintenus avec une forte chute là ces mois-ci, qui fait que on se demande jusqu'où ça va aller, l'incertitude un petit peu dans tous les sens, vu la hausse des matières premières et le consommateur aussi qui est en attente de prix, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. On peut parler aussi un petit peu de la FPA, la fièvre porcine agricole, qui est aux portes de la France, qui est en Allemagne et en Italie. Pas très loin, là, c'est vraiment à 6-7 km, quoi. Donc il y a une barrière qui s'est mise en place. Donc j'appelle à des exploitants en port de bien se mettre en vigilance par rapport à ça, surtout en biosécurité. Les prix des matières premières, les céréales, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Avec la guerre d'Ukraine, avec passe un petit peu dans le monde, si ça va se maintenir, si les prix vont flamber, le coût énergétique qui a quasiment doublé, donc on a du mal à répertorier aussi. Donc le prix aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre et il faut espérer qu'on tire un petit peu parti de tout ça pour au moins avoir une attractivité au niveau du port et installer des jeunes. Alors pour commencer ce bilan de la section bovine, on va d'abord faire un point à date du sanitaire. Rappeler déjà que le premier travail qui a été réalisé, notamment par la FNB, ça a été de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage. Dès qu'on a su que la FCO3 arrivait sur le territoire, l'objectif a été d'ouvrir les marchés, donc trouver des protocoles d'accord avec les pays pour ouvrir le marché. Ça c'est la première chose qui a été mise en place. Ensuite, à date, on a la FCO8 qui était déjà présente avec des impacts l'an dernier, des impacts encore cette année. FCO4, là on vaccinait déjà. Maintenant FCO3. FCO3 depuis peu. On a la vaccination qui est possible et qui est surtout reconnue pour les échanges commerciaux. Donc pour les broutards qui seront à partir d'ici un mois, on ne va plus avoir les PCR à faire. Par contre, on va rentrer sur les mêmes principes que pour le 8 et le 4. Vaccination en 3, en plus des vaccinations 8 et 4 pour l'export. On vient aussi d'obtenir la reconnaissance du vaccin MHE qui permettra lui aussi justement d'exporter nos animaux sans passer maintenant par la phase PCR. Donc ça a été un gros travail qui a été mené notamment par la FNB. Reste maintenant à régler encore quelques points, tout ce qui est prise en charge des pertes directes et indirectes pour les éleveurs qui ont été notamment touchés dans notre département par l'épisode de FCO8. Le sujet de la disponibilité des vaccins, qui est aussi un sujet sur lequel on a encore des attentes. Donc là, on peut aussi se féliciter, ça fait longtemps qu'on attendait ça. On a quand même une conjoncture qui globalement est favorable. Alors, on le voit sur nos broutards, à l'heure actuelle, sur nos broutards, on est sur des tarifs payés aux éleveurs qui sont très proches des coûts de production, puisqu'on est aux alentours des 4 € pour nos broutards. Ça, c'est un long combat qui est mené depuis longtemps. C'est cet enjeu de faire reconnaître justement la notion du coût de production. Ça a été un gros combat qu'on mène depuis pas mal d'années. Ça commence à porter ses fruits. On commence à avoir aujourd'hui des rémunérations qui se rapprochent de nos coûts de production. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur aussi pour plusieurs choses. Déjà pour rémunérer l'éleveur, mais aussi pour demain réussir un gros challenge qui est devant nous, et notamment en élevage bovin-viande, ce challenge du renouvellement de génération. Sans revenu, on ne renouvellera pas nos éleveurs. Le prix conditionne le revenu, donc ça, ce sont des avancées qu'il faut saluer. On s'est souvent plaint de la rémunération. Aujourd'hui, on s'approche d'une rémunération à hauteur de ses coûts de production et c'est une belle avancée au niveau conjoncture.
Donc là aussi, je parle beaucoup des broutards, c'est quand même la production la majeure dans le département du Cantal. Mais on a aussi une reprise, une bonne valorisation de toutes nos vaches de réforme. Donc plutôt une conjoncture favorable. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que cette conjoncture a été favorable dans un contexte sanitaire difficile, et ça c'est une première. Si ce travail justement d'ouverture des marchés que j'ai évoqué tout à l'heure n'avait pas été fait, et dès qu'il y a blocage, on sait que de suite ça a un impact sur les cours. On n'a pas connu ça cette année, mais c'est parce que justement il y a eu un gros travail qui a été réalisé tout au long de l'année 24. De l'année 2024, on est bien en 2024, oui. Et enfin, dernier point, un peu un temps fort pour l'activité de notre section, c'est tout le travail autour de la démarche, la filière Perle du Massif. Cette collaboration avec un groupe d'abattage pour justement, le groupe Bigard, pour continuer à aller chercher de la valeur pour les éleveurs cantaliens. Donc une démarche qui est dans l'esprit de ce qu'on a défendu, ce qu'on a porté aussi pendant de longues années, une démarche contractualisée, intégrant le coût de prod. C'était quelque chose pour nous d'essentiel et d'indispensable de toute façon. Et puis aussi une démarche qui permet de valoriser la qualité de nos produits, qualité de la viande produite dans le Cantal, produite avec notre modèle d'élevage, et une mise en valeur au travers de cette filière, du savoir-faire des éleveurs cantaliens, mais aussi justement de ce modèle d'élevage qu'on a su préserver et qu'aujourd'hui on fait perdurer, qui avait une image finalement de modèle du passé il y a encore quelques années, qui aujourd'hui est devenu le modèle moderne qui peut justement ramener de la rémunération aux éleveurs au travers de la qualité de leurs produits.